John Carpenter et le nouveau là. Mais alors attends, parce que moi j'ai Et ils l'impression. vont en sortir fait- aussi The Fog, là, dès mercredi 31, ils sortent The Fog, ils en sortent 4-5 de John Carpenter chaque Ouais, semaine. bah tant qu'à faire. Moi je croyais, franchement, je sentais le truc comme étant un revenge movie, tu vois. Ouais. Je sais pas. Pas un. Dites les gens, Ouais. vous avez vu la petite voix? Non. Non. Bon bah on va commencer sans elle alors. Bah vas-y, Ok. hein. Je suis la petite voix. Eh ben on commence bien. La transition est faite. Allez, ça commence. Allez, salut à tous, bienvenue dans le Poney Cosmic Club spécial Halloween. Alors aujourd'hui on va parler de notre thème principal, l'exorciste, le diable. Avec El Chatou qui va nous parler de... L'exorcisme d'Emily Rose de Scott Derrickson. Et Nio qui va nous parler de... Possession de Zulaski. Ah, du beau programme. Mais d'abord, avant tout... La possession est souvent traitée d'un point de vue religieux et souvent par le cinéma de genre. La thématique a en fait été diverse et prolifique. Voici quelques aspects que nous avons choisi d'aborder pour une première approche, avant de nous attarder sur quelques films. En 1973, William Friedkin adapte le roman L'Exorciste de William Peter Blatty, écrit en 1971. À l'origine de l'histoire, une histoire réelle datant de 1949 dont Blatty avait eu connaissance. Le film, victime supposée d'une malédiction, connaîtra des morts, des accidents et des incidents qui ont mis à l'épreuve son tournage. À sa sortie, la légende veut que même les hommes les moins impressionnables enfonçaient leurs ongles de peur dans leur fauteuil. Mais si. Aussi bien le film que le roman connaîtront des suites. En 1977, John Borman réalise L'Exorciste 2, L'Hérétique, suite directe du film. 4 years ago, The Exorcist shocked the world. Now, the struggle between good and evil goes on. Exorcist 2, The Heretic. Le rôle principal échouera à Richard Burton après le refus de plusieurs acteurs. Entre le décès d'un comédien, le fait que Linda Blair refuse d'être maquillée à l'image du premier film, la méfiance de Max von Sydow à reprendre son rôle, des centaines de sauterelles à maintenir en vie avant de le diriger et une grave maladie contractée par le réalisateur, le tournage de cette suite ne fut pas vraiment de tout repos. Bien qu'ayant reçu 2 Saturn Awards, le film garde une mauvaise réputation. En 1983, William Peter Blatty sort de son côté la suite de son livre, intitulé L'Esprit du Mal, sous-titré Légion. En 1990, Blatty met son deuxième volet littéraire en images en réalisant le troisième volet cinématographique intitulé L'Exorciste, la suite, ou en anglais The Exorcist 3 Legion, isolant artistiquement l'hérétique comme un volet un peu à part dans la saga. En 2004 et 2005, on ressort la saga des cartons pour y donner une préquelle sous 2 versions. L'une est réalisée par Paul Schrader et l'autre par Renny Harlin, plus classique dans sa forme et effectuée par peur que la première n'engrange pas assez de profit. Les 2 versions sont jouées par Stellan Skarsgård, reprenant le rôle d'une version un peu plus jeune du père Merrin. La version de Paul Schrader rapportera moins que la version de Renny Harlin, mais sera mieux accueillie d'un point de vue critique, notamment par William Peter Blatty qui n'hésite pas à fustiger le traitement de Renny Harlin. En 2016, alors qu'on pensait la saga réenterrée, une série L'Exorciste voit le jour. Celle-ci, dans laquelle le clergé prend un rôle plus important, connaîtra 2 saisons, et le seul lien avec les films est le personnage d'une Regan adulte. En 1974 sort La Maison de l'Exorcisme. À l'origine, un film réalisé en 1972 par Mario Bava intitulé Lisa et le Diable. Faute de distributeur et voulant surfer sur le succès de L'Exorciste, le producteur Alfredo Leon demande à Bava de réaliser des scènes d'exorcisme à insérer ici et là. Officiellement, Bava refuse et les scènes sont tournées par le producteur lui-même. Officieusement, il aurait accepté sans l'assumer. Nul ne sait vraiment, mais le résultat donne un mauvais film sans queue ni tête, amputé d'une certaine partie du film original de Bava. Ceci n'est d'ailleurs qu'un premier exemple de production ayant voulu copier le film de William Friedkin sans aucun succès qualitatif. En 1981, Evil Dead évoque la possession démoniaque par le biais de la découverte d'un objet, un déclencheur. Avec ce film, on est pleinement dans une notion de divertissement assumé, la possession étant plus un prétexte à générer de l'action.
À l'image de l'Exorciste, la saga aura droit à des suites, une comédie musicale, un remake et une série sur 3 saisons, faisant de son héros Ash une icône de la culture pop. Mère Jeanne des Anges eut le prix du jury du Festival de Cannes en 1961. Le film donne le premier rôle à la religion, puisque l'intrigue se passe au sein d'un couvent, subissant une possession plutôt massive, puisque toutes les sœurs sont possédées, et non pas un, mais 4 prêtres sont chargés de remédier à tout ça. Par ce film, la possession devient un vecteur pour véhiculer un message. Selon le réalisateur lui-même, « J'ai voulu avant tout présenter une œuvre humaine, ouvrir un débat sur la position matérialiste et la position idéaliste, réagir contre les mensonges, les conformismes et les dogmatismes de toutes sortes. Mes personnages ne sont pas des représentants de la religion, mais des hommes ou des femmes portant des costumes ecclésiastiques stylisés et qui évoluent dans un paysage abstrait, de façon à laisser entendre leur caractère symbolique. » À sa sortie, on y évoque une esthétique proche d'un Karl Theodor Dreyer ou d'Ingmar Bergman, voire même Robert Bresson ou Alain Resnais. Jouissant d'une réputation assez honorable, le film fera même partie d'une rétrospective Martin Scorsese Presents Masterpieces of Polish Cinema. En 1981, Possession, lui aussi récompensé à Cannes par un prix d'interprétation pour Isabelle Adjani, connut une sortie chaotique. Le film a aussi été conspué à Cannes et charcuté de 40 minutes pour la sortie américaine pour mieux surfer sur le succès de L'Exorciste et La Malédiction. Le film renaîtra de plus belle en DVD dans les années 2000. Viscérale, extrême et emplie de symboles sur la séparation du couple, la possession côtoie la folie grâce à un sujet extrêmement bien maîtrisé par son réalisateur, Andrzej Zulawski. Dans le rayon enfant diabolique, avant Regan et Damien, il y a eu Rhoda en 1956 dans La Mauvaise Graine, parfaite petite tête blonde à natte qui s'avère en réalité assez inquiétante. Ici, la possession est représentée comme un leg, un des personnages émettant la théorie que le mal se transmet par les parents. S'il n'y a toutefois pas de lien religieux émis, le sort final réservé aux personnages de la mère et de la petite fille émet un symbolisme troublant sur le bien et le mal. Comme pour l'Exorciste, Amityville, la maison du diable, réalisé en 1979, est tiré du roman The Amityville Horror, A True Story de Jay Hanson, paru en 1977. Celui s'inspire de faits survenus entre 1974 et 1976. Dans le film, un homme tue ses parents et ses frères et sœurs en expliquant avoir été possédé par une voix. La possession évoquée devient un justificatif, comme si l'horreur de ces faits ne pouvait avoir d'autres explications. On peut y voir une certaine similitude dans ce sens avec La Mauvaise Graine, pour qui l'enfant n'est pas juste mauvaise, mais l'est parce qu'on lui a transmis cette nature. La tombe de Ligeia, réalisée en 1963, est l'entrecroisement de plusieurs figures emblématiques puisqu'il est la 7e adaptation d'un roman d'Edgar Allan Poe par Roger Corman et joué par Vincent Price. Au sein de l'histoire, un veuf voit sa nouvelle épouse, ressemblant beaucoup à la défunte, être possédée par cette dernière. Audrey Rose, réalisée en 1977, met en scène Anthony Hopkins dans le rôle d'Elliot, un homme ayant perdu sa femme et sa fille, Audrey Rose, dans un accident. Quelques années plus tard, il clame que la petite fille d'un autre couple, Ivy, est la réincarnation d'Audrey Rose. Celle-ci est morte 2 minutes avant la naissance d'Ivy, qui revit dans ses cauchemars l'accident d'Audrey Rose. A noter que l'on retrouvera Anthony Hopkins des années plus tard dans un autre film sur la possession, Le Rite. Dans ces 2 films, la possession devient un vecteur pour parler de la douleur du deuil, un moyen de prolonger la présence d'êtres qui nous manquent. Il ne faudra pas attendre plus d'1 an après la sortie de L'Exorciste avant de voir fleurir des films érotiques s'inspirant de ce dernier. Comme avec Magdalena la sexorcisée, réalisé en 1974. L'histoire : un vieux monsieur meurt crucifié sur la porte de sa ferme. Dans un internat, sa nièce se trouve possédée. Ce petit nanar issu d'un spécialiste des films érotiques, Walter Booth, est un Derrick entrecoupé de scènes érotiques et de bruits de mouches, et partage un de ses acteurs secondaires, Rudolf Schundler, avec le film de William Friedkin. La même année, la Blaxploitation poursuit la conquête du genre avec Abby de William Girdler, clairement copié sur le film de Friedkin, au point que Warner Bros. Entama des poursuites et le film fut écarté de la circulation peu de temps après sa sortie.
En 1979, Jess Franco s'y met aussi avec Exorcisme et Messe Noire, dans lequel il se donne le premier rôle. Le film évoque la possession par le biais d'un ancien prêtre, écrivant des récits érotiques tout en poursuivant un groupe de bourgeois frivoles et pratiquant les messes noires dont il veut éradiquer la présence satanique. Mélangeant les scènes travaillées et réalistes avec les moments érotiques, mal joués et trop faciles, la prestation de Jess Franco n'améliore absolument pas cette production médiocre. Certains films traités dans les années 2000 trouvent leur inspiration auprès de l'histoire vraie d'Anneliese Michel. La jeune Allemande subira 67 exorcismes en 10 mois et mourra de malnutrition et de déshydratation en 1976, le lendemain de son dernier exorcisme. L'exorcisme d'Emily Rose, réalisé en 2005, est une première version américaine de l'histoire. Dans le film, une jeune étudiante provinciale, persuadée d'être possédée, demande à un prêtre de l'exorciser. Le film fait une place plus importante à l'aspect judiciaire de l'histoire, celle qui suit justement la mort d'Emily Rose, le prêtre se retrouvant accusé d'homicide. A noter que le film a permis de découvrir Jennifer Carpenter au grand public. En 2006, Requiem, version allemande de l'histoire, connaît une intrigue pratiquement similaire à la version américaine. Une jeune fille, atteinte d'épilepsie, découvre la vie, l'amour et l'amitié alors qu'elle reprend ses études et est persuadée d'entendre des voix. Un prêtre lui assure alors qu'elle est possédée par un démon. Les deux films ont choisi de semer le doute quant à la possibilité d'une possession démoniaque, un ton qui a visiblement plutôt bien été accueilli pour les deux films. C'est la version allemande qui recevra néanmoins quelques récompenses. Arrivant après tout le monde, The Asylum, pourvoyeur de prod cheap en tout genre, décide elle aussi de s'attaquer à l'histoire d'Anneliese en 2010 avec Anneliese, The Exorcist Tapes. Contrairement aux autres, The Asylum avance sans phare et en affichant directement son sujet. Des enregistrements oraux et des photographies d'Anneliese ayant été produits à l'époque, ils furent apparemment l'inspiration pour faire de ce film un found footage, genre en vogue dans les années 2000 depuis le projet Blair Witch. Même si on n'est clairement pas dans la même qualité de traitement que les deux films précédemment évoqués, celui-ci reste relativement apprécié de ses spectateurs. Après l'exorcisme d'Emily Rose, nombre de productions peu onéreuses verront le jour, surfant sur la bonne réputation de ce premier, en les nommant d'ailleurs souvent l'exorcisme de, plus insérer identité de la jeune fille. Autre héritier de l'exorciste, The Conjuring, réalisé en 2013, est né de l'envie de revenir à un style de film plus proche de celui des classiques des années 70. Le film de James Wan reprend des personnages réels, Ed et Lorraine Warren, écrivains et spécialistes des sciences occultes ayant eu notamment pour fait d'armes être intervenus sur les véritables événements d'Amityville. Tout comme ses aînés, le film a soigné son casting et sera à l'origine de quelques suites et spin-offs cinématographiques. Si avant les années 2000, la possession est un sujet qui semble avoir connu une petite période de creux, des productions à plus ou moins petit budget sortent désormais assez régulièrement, le plus souvent sur le thème de la possession démoniaque et ou mettant en avant le clergé. Le thème ayant visiblement encore de beaux jours devant lui, on peut imaginer une certaine évolution du sujet, à l'image d'Upgrade en 2018 qui évoque une autre sorte de possession. I need your permission to operate independently. Permission granted! Thank you. Celle de la machine sur l'homme, la technologie étant une autre sorte de religion. Oui ? Et on va commencer par le classique. Donc, alors je vais pas dire que c'est le premier, mais en tout cas le plus connu, qui est l'exorcisme de William Friedkin, sorti en 1973. Et franchement, le film qui a fait vraiment décoller pas la carrière, mais en tout cas qui a fait décoller le film d'exorcisme à travers le monde. Et qui, à mon avis, est le plus mémorable. Alors, l'exorcisme... Et il a fait décoller la carrière de Michael Field. Ouais, aussi, ouais. Son premier disque qui est utilisé presque quasiment en boucle dans le film. Comme quoi, il a fait décoller pas mal de choses. Tout à fait. Alors, il faut savoir que... Pépin. Ouais, c'est ça. C'est naze. Mais à la base, Friedkin, donc il sortait comment il s'appelait ce film, ça va me revenir, French Connection. Ouais. Il sortait de French Connection, donc il me semble qu'il avait gagné un Oscar pour French Connection. Et donc il veut se lancer dans justement l'adaptation de Blatty, donc qui était sorti en 71, donc l'Exorciste.
il se trouve que il est assez à cran à ce moment-là. Et lui pense qu'il n'a pas assez comment dire, il n'a pas assez de matière vraiment pour faire son film. Donc le mec il fait faire une grosse prépa à toute son équipe. Et puis 2 jours avant, même pas non, 1 jour avant le tournage, il se pointe. Il tape un gros scandale, il fait virer le chef d'éco, machin, tout ça, et il rentre chez lui, et en réalité, il dit je veux 4 semaines de plus. On lui accorde 4 semaines de plus, et en réalité, c'était juste parce que lui-même n'était pas prêt, vraiment. Avait mal préparé son film. Ça, c'est pour manager. Voilà. En mode gros salopard. Voilà, c'est ça. Mais en réalité, Friedkin, vraiment, c'est du management par la peur, quoi. C'est vraiment le mec. Enfin, sur le tournage, c'est un connard. C'est Jean-Michel Connard, Je quoi. crois que c'est l'un des rares mecs qui est un peu de Hollywood qui est à droite en fait. Ouais, ouais. Qui était. Il y a Denis Hopper, non aussi, puis Max Mood, disons, qui sont. Ouais, mais Dennis Hopper, à ce moment-là, lui, il était plus. C'est les médocs et tous les trucs qui s'ingurgitaient. Encore un peu rebelle. Et qui se foutaient dans les veines, qui le rendaient un peu droite, voire ultra droite même. Mais en tout cas, voilà, c'est donc ça raconte une histoire qui s'est réellement passée en 1949. Et donc du coup, on a une mère qui est jouée par Ellen Burstyn, dont la fille, qui est... Alors j'ai oublié le nom de l'actrice. Non, c'est Linda Blair. Linda Blair, ouais. Qui est, comment dire, donc une jeune fille, pas du tout adolescente encore, qui se retrouve possédée du jour au lendemain par un démon. Mais au départ, on pense que c'est comment dire, que c'est psychologique, voilà, mais sans comment dire, sans pour autant, parce que c'est surtout, à mon avis, c'était pas du tout l'époque, sans pour autant tout de suite aller viser le côté psychologique. Non, c'est plus campagnard que ça. Ouais, c'est plus, voilà, on est vraiment dans la foi la plus peur, même la bigoterie, je dirais un peu, parce que. J'aime bien ce Camelot, tu sais. Ouais, c'est vrai, tu dis vraiment de la merde. C'est pour ça que j'ai essayé de sauver le coup. Ça, c'est une conviction bière, ça. Voilà, Je c'est crois pas trop. que cette petite voix non plus, c'est déraillé quoi. Voilà. Mais t'as pas amené les panneaux, t'as déconné. À part les panneaux bière. En tout cas, le truc c'est que ouais, on en est vraiment enfin, on parle vraiment ici de foi et pas du tout de psychologie. Alors, mais en parallèle, on suit parce qu'en parlant de foi, en parallèle, on suit le père Carras, qui lui est un prêtre complètement désabusé, quoi, et qui petit à petit quitte la foi. Et donc du coup, on suit. Enfin moi, personnellement, j'étais tout de suite pris d'empathie pour le personnage, parce que c'est un mec qui est vraiment au bout du rouleau. Et qui dit, voilà, à un moment il le dit d'ailleurs dans une séquence, il dit ouais, je vais arrêter, quoi, je vais quitter la robe et je vais reprendre la vie civile, enfin voilà, je vais partir, quoi. C'est parce que Carras a perdu sa mère, je crois bien. Je sais Ouais. pas, c'est avant ou après, je sais Non, plus. non, il vient de C'est perdre avant, sa c'est pour ça mère. qu'il est complètement porte le deuil, il commence à perdre la foi. Parce que c'est curieux, parce qu'il y a, enfin je en parlerai tout à l'heure, mais il y a plusieurs montages. Donc Ah. c'est assez curieux. Et donc du coup, ce mec-là, en fait, alors ce qui est bien, c'est que il est pas tout de suite branché enfin la mère vient pas tout de suite le voir en disant ah c'est vous qu'il faut. Le film prend son temps et monte petit à petit son décor. Et donc du coup, on est vraiment, enfin moi, à aucun moment, et j'en ai vu beaucoup de versions, à aucun moment on s'emmerde. Et c'est là la grande force du film, c'est-à-dire que non seulement par les séquences qui sont quand même assez captivantes, pour pas dire terrifiantes, parce que moi je l'ai pas vu jusqu'à mes 18 piges, au moins, parce qu'à l'époque, parce que moi j'aime pas du tout ce genre de film, donc à l'époque ça me faisait peur. Oui, je vous emmerde. Tu sais, on m'a interdit de le voir avant mes 18-20 ans, l'exorcisme. Ah bah tu vois. Je l'ai eu très tard et du coup le film a pas trop marché sur moi, quoi, malheureusement. Ouais, mais moi curieusement, j'étais tout de suite pris, comme je te dis, j'étais pris d'empathie pour beaucoup des personnages, en fait, pour le père, pour la mère, etc. Donc c'est vrai que enfin, le film a cette force de nous intéresser tout de suite à ces personnages, mais quand même il prend son temps dans la mise en scène pour pouvoir nous justement
avoir des petits moments enfin, des moments de tension en fait, une espèce d'échelle de tension, je sais pas comment on peut dire, de progression, voilà, Alors moi, échelle de quand- progression. enfin, moi, en fait, non, moi j'ai rien dit sur Exorcist, donc je l'ai vu quand je voulais. Mais en fait, quand je l'ai découvert la première fois, c'était à la télé. Ouais. Et il a pas eu tellement d'effet en fait sur moi. Par contre, quand je l'ai revu en salle, Le petit écran. oui mais ça. Mais quand je l'ai revu en salle, en fait, là il a eu plus d'effet pour moi et sur moi. Et pour un détail, c'est le travail de son. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, ce qui m'a interpellé en premier, c'est vraiment le travail de son. C'est-à-dire que le téléphone, quand il sonne, t'as l'impression qu'il brise un silence de mort. Ouais. Tout ce qui suit après. En fait, j'ai l'impression il était pas, ouais, peut-être pas précurseur, peut-être de finalement tout ce qui a fini par atterrir sur les jumpscares. C'est vraiment que de ne pas se fier uniquement à l'image, mais aussi au son pour tout ce qui est frayeur en fait. Bah ouais, le travail, comme tout à l'heure, je disais que, comment dire, Friedkin, il avait été assez tyrannique sur le tournage, notamment la phase justement du téléphone. Il y a cette fameuse anecdote qui est connue, où justement l'acteur qui jouait Père Carras, en fait, donc il y avait cette séquence, donc le téléphone qui sonne, et en fait, pourquoi le personnage, en fait, il est tout de suite surpris, mais genre comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé vraiment, tu vois, ça brise le silence, le téléphone brise le silence, mais en même temps, le personnage, on sent qu'il est tout de suite, qu'il est surpris, tu vois. Et bien en fait, c'est parce que William Friedkin, il avait un pistolet, et en fait, il l'a dit à personne. Et au moment en fait où il devait jouer cette séquence, le téléphone sonne et donc il devait être surpris, et ben en fait Friedkin il a tiré en l'air. Donc il a tiré en l'air, donc le mec est surpris du comment ça s'appelle du tir, et ben de la surprise du tir, et ben d'un coup ça donne ce plan qui est très court, mais qui en même temps, avec le bruit du téléphone et avec le travail du son justement sur les voix, etc. Donne-nous le temps, toi le prêtre, etc. Et ben du coup on est tout de suite surpris. C'est un jumpscare, quelque part, mais c'est quelque chose qui est franchement bien étudié, tu vois. Et C'est un peu nouveau, maintenant avec MeToo, on sait que les réals ils tirent leur coup sur le tournage. ouais, bah attends, parce que tout à l'heure, avec les trucs... Non mais attends, parce que tu sais qu'au casting, comment dire, donc le réal, il a discuté avec Linda Blair, et il a commencé à lui poser des questions un peu cheloues. Genre, au début, ouais, est-ce que tu dis des gros mots? Ouais, vas-y, dis-moi des gros mots, ouais, machin, attends. Et après, il lui a dit, est-ce que tu te masturbes? Tu vois? Donc, yeah, un peu de buzz in the house, tu vois? Mais ça, je l'ai trouvé dans le bouquin de Peter Biskin de Nouvelle Hollywood. Si ça vous intéresse, lisez-le parce qu'il est vraiment pas mal. Et, ouais. Et donc, et pareil, la séquence où en fait la fille se retourne vers la mer et elle l'envoie contre le mur. En réalité, cette séquence-là, c'est pas... Et parce qu'en fait, quand elle se tord de douleur, elle se tord vraiment de douleur. Oui, parce qu'il y avait un filin en fait. Ouais. En fait, c'est... Et en fait, il l'a tiré une première fois. Elle a dit, ah putain, elle avait mal, tu vois. Elle a dit tirer plus lentement. Voilà, elle est partie voir le machinot, le machiniste lui disait tirer plus lentement, etc. Sauf que Friedkin est parti voir le machinot, il lui a dit bah non, mec, tu vas franchement. Là, tu vas plus vénère. Et elle tirait plus vénère, et la meuf s'est retrouvée éclatée contre le mur, et en fait, elle a vraiment mal au dos. Et je crois, elle a dû porter un corset, ou j'ai pas tout compris. Il y a un petit côté maso, enfin sadomaso. Ah non, mais c'est un tortionnaire, Ouais. Et le mec, il a pas... Si, quand même, il a quand même fait vivre parfois des trucs pas agréables du tout à ses acteurs. D'ailleurs, il va finir par... il me semble que Friedkin, il va finir par épouser... par sortir avec Ellen Burstyn. Et en fait, elle va apprendre dans les journaux qu'il a une nouvelle petite amie qui compte l'épouser, quoi. Tu vois, le mec est complètement... C'est charmant. Voilà. C'est what the fuck man, tu vois. Et alors, à la sortie du film, Ellen Burstyn, elle expliquera que elle a commencé à comprendre l'étendue du film quand quand au Canada, quand elle a appris qu'au Canada, à Montréal, il y avait des mecs qui avaient fait la queue à partir de 4h du mat par moins 5 degrés pour voir le film alors que la séance commençait à 9h.
Voilà, et il y a plein de gens, il y a des... Maintenant, vous trouvez ça sur YouTube, mais il y a des vieilles archives de reportages à la télé, donc aux États-Unis, où il y avait des mecs, en fait, il y avait les ouvreurs, on dit ouvreurs pour le cinéma, c'est ça? Ouais, les caissiers et tout, hein, qui disaient, nous, on a dû amener des gens, on a dû faire sortir des gens, etc., des fois appeler les pompiers, parce que il y en a qui ont fait des malaises. Ou alors, il y en a d'autres qui sortaient, qui allaient gerber par terre, quoi. Parce qu'ils flippaient tellement que c'était complètement fou. Ils étaient possédés. Ouais, mais il y en a certains qui disaient, par exemple, paraît-il que l'Église catholique, elle avait carrément fait un truc contre ce film, quoi. Il y avait des manifs et tout, en disant, vous faites la promotion du diable. Et donc, le truc, c'est qu'il y a plusieurs montages de ce film, en fait. Et il y avait un premier montage, celui qu'on a vu le plus à la télé, c'était l'édition de 73 avec le doublage de 73. Seulement en fait ils ont sorti le film en DVD dans les années 2000 et ils ont redoublé le film. Et là, des plans qui avaient été coupés. Ouais, qu'ils ont mis des plans qui étaient coupés, notamment, mais c'est pas Zouzou. Ouais, Le démon qui c'est jouait quasiment pas un archi. ouais, c'est pas grand chose en plus, ouais, c'est juste le personnage qui apparaît comme si c'était un comment ça s'appelle, une image subliminale. Ouais, mais à la fin tu le revois du coup à la fin. Ouais, tu le revois à la fin. Tu fais what? Tu le revois à la fin. Et Zouzou, ça fait pas méchant, ça fait héros de bande dessinée ou ça fait des trucs pour la jeunesse. Alors peut-être pour les enfants. Ouais, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand ils ont refait la version 2000, elle a vraiment rien. Enfin, en tout cas, dans la VF, elle a rien à voir. Elle est, je dirais même dégueulasse, quoi. Ils ont remonté le film quelque part, ils ont rajouté certaines séquences, mais j'ai l'impression qu'ils en ont sorti d'autres. Parce que la séquence où il est dans le bar, avec, comment il s'appelle, le père Carras est dans le bar, et il discute, dans mon souvenir, il discute beaucoup plus longtemps avec avec son homologue prêtre, qu'on verra à la fin d'ailleurs, parce que c'est lui qui lui donne les derniers sacrements quand le mec est tombé des escaliers. Et en fait, le doublage de plein de personnages, il a complètement changé. Donc c'est totalement dégoûtant, et du coup cette version là, c'est pas un truc, franchement, si pour des gens qui le retrouveraient en VHS ou un truc comme ça, regardez l'édition de 73, quoi, avec le doublage de 73. Regardez pas celle de 2000, malheureusement c'est vraiment pour les passionnés, faut le chercher, quoi. Comme Star Wars, quoi. Ouais, voilà, faut le rechercher, mais vraiment l'original, parce que le montage, toute l'édition 2000 est vraiment dégueulasse, quoi. Vraiment dégueulasse. Je ne sais pas qu'ils auraient conservé le montage en presse sur l'édition de DVD. Paraît-il qu'il y a une édition qui était sortie où tu avais le doublage 73, tu avais le doublage de 2000 et tu avais le montage 73 et le montage de 2000. Mais j'ai vu un coffret récemment, où tu avais marqué Saga l'Exorciste. Et tu avais l'Exorciste 2, ouais. l'Exorciste 3, et ils avaient mis en bonus l'Exorciste d'Emily Rose. Donc c'est un coffret spécial, l'Exorciste, tu fais what? Donc le 2 il est par Boorman, il paraît qu'il est assez fan, parce que Boorman prend le risque de faire une histoire complètement différente avec un exorcisme, mais carrément ailleurs, une autre direction. Moi j'avoue que le 2 j'étais un peu perdu quand même. Ouais, mais il est assez fan apparemment. Parce que vraiment. Oui, il paraît qu'il est pas mal expérimenté. Ouais. Non, moi je... Non, je crois que c'est dans le 3ème, ça. Ah, dans le 3, je sais plus. Je crois que c'est dans le 3ème. Mais non, moi j'avais vu le 2, mais j'ai très peu de souvenirs. Mais le 1 m'a vraiment marqué, parce que justement, toute l'intensité de jeu, même en VO, mais c'est surtout toute l'histoire, toute la progression, et surtout la séquence la séquence d'exorcisme qui est vraiment très forte, avec Max von Sydow qui en fait au final fait allez, on va dire 10 minutes dans le film, quoi. Il a 10 ou 15 minutes dans le film. En réalité il a son blast de générique, mais il est pas indispensable. C'est pas Ellen Burstyn ou quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dans le barbare, il fait que 5 minutes, Max von Sydow, mais ouais, voilà, c'est vrai. tu dis, ah, oui, c'est ça, en fait. c'est lui, c'est l'acteur de chez Bergman. Non, mais quand on pense à l'exorcisme, on pense au Père Méline, et c'est le premier nom qui vient à l'esprit. Alors qu'en fait, c'est le Père Carras, en fait, qui propose... Ouais, complètement. Même les deux préquels ont été faites sur le Père Méline, en fait. Donc, c'est... D'où c'est du pied, parce qu'il y a une question
question d'âge aussi, c'est-à-dire qu'il y a le côté âgé, figure paternelle. Plus d'expérience. Voilà, c'est ça. Alors que le père Carras, il a pas, son personnage n'a pas assez de bouteilles et donc peut-être de charisme, de puissance pour être représentatif. Et donc il peut fléchir face au démon. Il peut peut-être fléchir, je sais pas s'il va tenir. Ouais, mais en tout cas, ouais, c'est un film vraiment marquant. Et du coup, moi je conseille à beaucoup de gens de le voir ou de le revoir, enfin, mais surtout de le voir pour les minots qui l'ont pas vu, ou même les vieux. Hein. C'est non. Ouais, mais non, mais. Il n'y a pas Vin Diesel. Là tu leur diras, Activity. ouais mais c'est le genre de film, par contre tu pourras le revoir à n'importe quel âge de ta vie, c'est un truc qui ira beaucoup mieux que d'autres Tu films. vois que le premier Fast and Furious par exemple. Beaucoup trop biscuit. Mais franchement, ouais, moi je conseille vraiment de le revoir, enfin de le voir pour les minots et surtout de le revoir ou de le voir pour les anciens, enfin pour les mecs qui l'ont jamais vu. Regardez ce film parce que franchement c'est déjà une notion de mise en scène, mais c'est surtout une notion d'interprétation parce que les acteurs ils sont vraiment mortels. Bon, après avoir parlé de l'exorciste, on va parler avec Nio de... Possession. Donc Possession est un film d'Andrew Zulawski. Je sais pas si on dit Andrew, tout ça, c'est polonais avec Ah, c'est André, un c'est J. pas André Zulawski. Ouais, un J, un Z, C'est André. On va dire Zulawski, ça ira plus vite. Hop. Vas-y. Et Possession est ce qu'on appelle un grand film malade, pour l'expression Truffaut. Mais quand je dis malade, c'est vraiment bien malade. Pour situer dans le contexte, donc on va revenir à Zulawski qui a un grand succès avec Romy Schneider en France en 1975, qui est L'important c'est d'aimer. D'accord. Et succès critique et public. Ouais. Du coup, il va en profiter, il a un peu de sous, il retourne chez lui en Pologne. Il se dit, je vais pouvoir tourner un film de science-fiction qui s'appelle Sous le globe d'argent. Je sais pas si c'est sous ou sur le globe d'argent. Une science-fiction avec des cosmonautes qui vont à la Lune, etc. Tout ça. Voilà. Manque de peau, 10 jours avant la fin du tournage, les autorités lui disent non mais mec tu peux pas, t'es blacklisté, t'arrêtes tout, etc. Peu de moyens, peu de fric, t'es viré de ton tournage, etc. On a tapé plus les bandes. Et en plus de ça, sa première femme, dont je ne connais pas le nom, première femme divorce. Donc on est en 78, Zulawski est complètement déprimé au fond du trou. Il commence à écrire un scénario pour exorciser tout ça, avec une histoire de monstre. Et en fait il met tout ce qu'il exècre à ce moment-là. Le communisme qui le fait chier, qu'on retrouvera en possession avec le mur de Berlin, tout ce qui englobe le film. En même temps, le communisme là, vient de le jarter de chez lui, de le jarter de son film. Donc, donc voilà, il y a aussi ce divorce douloureux, les rapports avec sa femme qui sont... Quand on reste possession, on se dit qu'il a bien dû morfler. D'accord. Même le spectateur aussi va morfler à ce moment-là. On l'appelle le polonais violent. Verhoeven va te taxer. Et donc, voilà, donc il est au fond du trou, il écrit un scénario, tout ça, et il boit beaucoup d'alcool. Ouais. Il abandonne Je dirais le en bon scénario. polonais, voilà, c'était... Ah bah ça réchauffe, C'était- ça réchauffe. C'était ma blague raciste, bonsoir, drop de mic. Pam, pam, Non, pam. mais le racisme anti-polonais, t'as pas. Voilà. Ouh, on va en faire plein là-dedans. Ouais. Et donc il boit beaucoup, tout ça, et il reprend le scénario 2 ans plus tard, il l'abandonne. Il reprend en 80. Et là il le peaufine et bon, il s'en est sorti, il va un peu mieux. Mais tout ce qu'il a injecté, toute sa colère, etc., qu'il a mis en scénario, il va bien l'utiliser au moment du tournage pour le film. Il va être dans cet état d'esprit comme ça, et Adjani va détester tout le tournage. Elle avouera plus tard, Adjani, que ça va faire ressentir des choses d'elle et que malgré tous les prix, tout ça, elle a dit plus jamais un traumatisme comme ça, quoi. Elle en est sortie quasiment traumatisée, Adjani. Elle avait fait à ce moment-là, dans les époques 78, 79, 80, 81, il y a le single Pool Marine. Ah ouais, oh là là. Alors, on sent qu'elle cherchait à se renouveler, hein, Adjani. Bah ouais, mais les paroles c'était bien sûr. Bon, vas-y, Oui, poursuivons. Poursuivons. Et donc il va tourner Possession avec 2 acteurs qui sont Adjani et Sam Neill. Et il va vraiment tirer le plus fort des 2 acteurs, c'est-à-dire que même Sam Neill il est incroyable dans ce film. Alors que Sam Neill, je sais pas si on peut dire que c'est une grande star à ce moment-là. Et il a trouvé le lieu idéal pour tourner donc en 80, c'est à Berlin, pile poil, à quelques mètres du mur de Berlin. Parce qu'il veut vraiment conserver l'ambiance grisâtre et presque sinistre qu'il avait dans son scénario de base. Parce que les plans en ruine, l'ouverture du film c'est ça, t'as des plans en ruine, t'as une espèce de croix complètement posée dans le décor. D'ailleurs, comme c'est un film de possession, il va pas se priver de faire quelques séquences où il fout de la gueule de la foi pour montrer du genre ouais mais dans une possession la foi, ah tiens regarde comment tendu il est battu en brèche. Ce qui donne droit à 2 scènes marquantes. L'une où Adjani, on sait pas trop si elle se masturbe devant le Christ dans une église. C'est assez ambigu, il y a tous des petits gémissements, tout ça. Je peux comprendre qu'Adjani elle a plus envie de retourner ce genre de truc plus tard. Et il y a une autre scène qui est monstrueuse, qui est un plan séquence devenu culte,
où la Jenny est complètement une crise de possession, où elle vomit, elle se frotte au mur, elle renverse tout son sac dans le métro. Ouais, voilà, c'est dans le métro, ouais. C'est ça, inspiré la pub des produits laitiers. Quoi. Des sensations pures. Sensation pure. Ah bah là, une sensation pure, tu vois tout ce truc qui est renversé, et tu as Jenny qui est à terre, qui est complètement comme si elle était figée, un peu comme certains épileptiques. Ouais. Elle bouge pas, elle a la gueule ouverte, et là tu vois, il y a comme si tout son corps suait des trucs, c'est une espèce de liquide blanchâtre qui est à mi-chemin entre le produit laitier, une espèce de liquide genre, je vais pas dire du sperme, tout ça, mais le truc avec un peu de sang qui dégouline en même temps, ses cheveux, tu vois, enfin, des effets spéciaux, mais c'est incroyable quoi, c'est incroyable, tu vois le truc parce que t'as vu, et ça revient tout à fait, c'est tout à fait dans l'ambiance du film, parce que comme j'ai dit c'est à Berlin, et tout le film, la photographie du film, qui est d'ailleurs, celui qui fait la photographie c'est Bruno Nuiten, qui va tourner plus tard Camille Claudel, et à ce moment-là Bruno Nuiten, il sort avec Adjani. Ah oui. Voilà, donc voilà, c'est l'aspect rubrique un peu potin, people, Un peu plus cool. mais toute la photographie du film est dans les tons à 90% bleu et gris. Ouais, c'est vrai. T'étouffes quasiment pendant tout le film, et un détail qui m'a marqué, c'est que les rues de Berlin, quasiment, t'as presque quasiment personne. Ouais. T'as vraiment toutes les villes, il y a une impression de... Mais là, en plus, ça dessine le propos du film aussi, c'est complètement dépossédé. Les rares gens que tu vois, tu te dis, ouh, ils sont comme Sam Neill et Adjani, ils tombent pas forcément rond non plus. Bah, c'est tellement gris qu'en fait, moi, j'ai l'impression d'un espèce de C'est fait exprès. Même l'appartement où on verra une créature, on va y venir, c'est complètement désert. Et les rares personnes qui appartiennent à cet endroit, qui vont tenter de stopper Sam Neill et Adjani, ils appartiennent à la police privée justement de ce Berlin complètement moisi, qui tente justement de les arrêter. Alors, pour se recentrer sur Adjani et Sam Neill, une espèce de triangle amoureux. Il y a un troisième acteur qui est Hans Bennett, que le personnage de Anna, de Adjani, est censé être allé voir à un moment parce qu'elle pouvait, quand Sam Neill rentre d'un long travail qu'il retrouve à la maison, il a pu complètement changer. Il comprend qu'elle a un amant, qui est Hans Bennett. Sauf que... Pardon ? Celui qui fait une prise de karaté. Alors le mec il est à fond le karaté, le kung fu, mais en même temps complètement zen, il fait ouh il y a des énergies mystiques ici, ouh je ne vais pas aller, etc. C'est pas chose qui est très vite exaspérant dès le début. D'accord. Mais Adjani est aussi assez pénible aussi, t'es impossible de s'attacher à elle, et Sam Neill t'y attache pour une bonne raison, qu'en plein milieu du film il va y avoir un virage, et ça va être un peu plus dur de t'attacher, je ne vais pas spoiler. Et du coup tu vas comprendre un peu mieux pourquoi Adjani t'as du mal à apprécier. Il y a un autre personnage qui est joué par Adjani, elle fait deux rôles en même temps dans le film, tu vas apprécier un peu plus, qui est une espèce de doppelganger. Mais ça c'est normal, puisqu'on a la possession, et donc du coup, ce triangle amoureux, on va y venir, il y a encore une quatrième créature qui est complètement Lovecraftienne. Ouais. Quand on apprend, comme Sam Neill apprend que Hans Bennett en fait c'est un amant mais qu'elle a laissé tomber devant un moment, il se dit, mais alors, qui c'est qu'elle voit? Il va la faire pister par un détective. Le détective ne revient pas. Tu comprends qu'il s'est fait trucider. Il y a l'autre personne qui dirige l'agence détective, qui était l'amant et détective, va voir Sam Neill, et Sam Neill lui dit l'adresse qu'on lui a donnée au téléphone, quand le détective, le premier, a fait sa filature. Il y va, il va se faire trucider aussi. Mais Sam Neill, lui, pour se venger un peu d'elle, il va envoyer donner l'adresse que les détectives lui ont donnée avant de se faire trucider à Hans Bennett, l'amant inconduit, qui est l'amant complètement autre, qui va manquer de se faire trucider par elle aussi. Et c'est Sam Neill qui l'achèvera, et c'est pour ça que la police les poursuivront. Et justement, pourquoi elle trucide tous les amants qui venaient la voir? Pour pas qu'il dévoile à tout le monde qu'elle entretient des rapports avec une créature très étrange, une créature Lovecraftienne. En fait, ça fait penser à la métamorphose. c'est en même temps kafkaïen et Lovecraftien, il y a deux créatures en fait. Il y en a une avec qui elle a des rapports sexuels qui est dans le lit, il y a tout au sol, on voit qu'il y a des fluides, il y a un peu de sang qui traîne, etc. Et il y en a une autre de créature qui prend possession, encore une possession d'un corps, comme si elle bouffait le corps de l'intérieur, qu'on voit qui est en train de se constituer sur une chaise. Une espèce de parasite, c'est comme une espèce de parasite. Ouais, mais c'est en même temps, tout le film est en même temps horreur et science-fiction, quoi. C'est ça qui est... Mais ça tient avec Alien, hein, juste après Alien, en fait. Ouais, c'est 19, Alien Et d'ailleurs, et je crois qu'il y a un 80. mec qui a fait. Alors, justement, ouais, celui qui fait les effets spéciaux, c'est Carlo Rambaldi. Ouais. Carlo Rambaldi qui commence à être vraiment une figure dans le milieu. Il avait fait des créatures qui s'intéressent pour Rencontre du troisième type. Spielberg n'avait pas trop aimé. Et pour E.T., c'est lui qui fait la créature aussi. Et là, bon, je me rappelle plus si Spielberg a aimé les créatures, mais tout le monde trouve que E.T. c'est une espèce de gros étron sur pattes. Que je peux comprendre. Le ça, pauvre- tu le vois, pauvre c'est Carlo- effectivement un étrange. Non, mais moi je trouve que ça part d'un Carlo Rambaldi, du coup il a réussi son coup, parce que moi la créature, tu vois, elle ressemble à quelque chose quoi. Elle ressemblerait à rien, puis il n'y arriverait pas quoi. Ressemble à un étron, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais non, Un je trouve étron que, attachant.
Voilà. Voilà, il faut le faire. Nous faire aimer un caca et que South Park qui a réussi là-dedans. Voilà, avec le petit caca Noël. Et donc, c'était chose hyper réussi quoi, pour l'époque, même encore aujourd'hui. Et donc, ce thème de possession avec la créature qui... Et à chaque fois, il y a un autre détail assez intéressant qui participe de la possession, c'est que ce soit Sam Neill ou Hans Benek, dès qu'ils rentrent dans l'appartement, c'est comme s'ils sentaient qu'il y avait une force supérieure, ils ont comme pris convulsion. Comme si un truc qui tout de suite, dès qu'ils sentaient, il y a une force psychique qui essaie de s'emparer d'eux. Ouais. Le seul moment où il arrive à respirer, il ouvre la fenêtre, là il respire, comme si le truc se libérait. D'accord. Et d'ailleurs, et ça c'est confirmé qu'il y a une espèce de force obscure, parce que Sam Neill va foutre le feu à l'appart, il croit qu'il débarque de la créature, tout ça, manque de peau, Johnny elle lui dit oui mais j'ai dû le protéger, etc. Donc je l'ai ramené avec moi, et du coup effectivement elle est ramenée avec elle, donc ça recontinue l'espèce On de mettra un possession. gros encart spoiler quand même. Tu peux mettre un petit sous-titre. Voilà. Mais c'est essentiel je pense que c'est essentiel parce que même en racontant comme ça, j'ai envie de dire qu'il faut le voir pour le film pour le croire. Ce genre de film, t'as beau dévoiler des choses, tu te dis non mais c'est pas possible. Et après tu vois le film, tu fais ah ouais, ah quand même. Alors j'ai une question, combien de temps il fait ce film? Il fait 2 heures. Il fait 2 heures. Est-ce que c'est 2 heures où l'action est bien répartie ou alors c'est 2 heures film d'auteur, genre t'as un peu d'action puis t'as des longs moments où tu te fais chier? Non, justement, j'ai envie de dire que c'est des films d'auteur mais bien répartis, c'est-à-dire que ça monte crescendo de plus en plus. Dès le début, tu sens qu'il y a un petit truc de malaise, et un peu comme Woody Allen qui va plus tard filmer Mari et Femme, au moment où il va pouvoir filmer la forme, donc Woody Allen est un peu mauvais, il va filmer un peu des relations de couple caméra à l'épaule comme si c'était un reportage de guerre. Ouais. Là, je crois que ça a été fait au Steadicam, il y a beaucoup de plans qui sont caméra à l'épaule, quand tu vois la dispute, tout ça, comme si c'était un film de guerre, et le film il est quand même hyper rythmé, même quand il se passe pas grand chose, les cadrages, à un moment Sam Neill donne rendez-vous pour, il est un peu vénère, il donne rendez-vous pour en discuter froidement avec Adjani de qu'est-ce qui s'est passé entre eux, de faire le point. Et la caméra elle montre en fait un coin de table, il est filmé comme s'il avait l'angle devant nous, il filme dans un coin de table, Adjani se passait à l'autre coin de table. Ah, la Donc, fameuse scène dans le café. Déjà, donc Ouais. déjà le plan il débute, tu sens que le plan il est symétrique mais ils sont pas comme dans un film normal, on les filmerait côte à côte, c'est que le plan sort entre champs, ils ont Ouais. filmé comme s'ils se parlaient pas du tout. Et là aussi ça va partir en plan séquence, Sam Neill va s'énerver avec les chaînes, etc. Il a envie de la battre, et là c'est les serveurs qui sont obligés de le plaquer au sol. Non, il se passe chaque fois un truc toutes les 5 minutes, tu peux pas t'ennuyer, et en même temps, comme elle a un jeu quasiment hystérique, t'es complètement... soit t'adhères, Ouais. soit tu te dis, t'as un mouvement de recul, tu te dis c'est pas possible, tout ça. Moi j'étais partagé entre les deux. J'ai trouvé que par moments Adjani m'exaspérait et que par moments elle était très bien, mais que d'autres moments elle surjouait. Tandis que D'accord. Sam Neill, par contre, Sam Neill je trouve parfait de bout en bout. Et ça c'est normal parce que la fin, là je vais pas spoiler par contre, là je vais pas vous spoiler la fin. Je dirais juste que, disons que pour Sam Neill et Adjani, la possession va se dérouler définitivement sur eux. Et la créature qui va en résulter, disons que quand une créature prend son hôte, etc., l'autre après, comme dans la région des profanations de sépulture, on peut rien à foutre quoi. Allez hop, elle est crevée quoi. Donc voilà, et en plus lui après ça qu'à la fin la police est sur leur cul, etc. Voilà. Mais il a le... Ça devient un film porno en fait. Non, ça devient un film jusqu'au boutisme, pas porno, film tout. Alors, il y a une scène un peu qui est très étrange, il y a une scène de cul avec une des créatures, voilà. Ouais, Et là, ça rejoint ce que je disais, quand il de l'écouter de la religion à un moment, elle est filmée, elle a les bras écroités, bras écartés comme s'il était sur une croix, quand, d'accord. elle se fait prendre. Donc il y a vraiment une possession à plusieurs niveaux, une possession psychique, possession vraiment physique, vous voyez, il la prend carrément comme un acte sexuel, et une possession sur tous les personnages du film, et en même temps il y a le spectateur qui est comme possédé quand il voit ça quoi. Quand on dit que c'est un film malade, c'est vraiment un film qui te possède de bout en bout. Pour le marché américain, il est quasiment remonté, il est aussi censuré. En Grande-Bretagne, il est quasiment interdit. Ouais. Pendant longtemps, ils ne le verront quasiment pas. En France, ils le sortent, mais interdit moins de 16 ans. D'accord. Moins de 16 ans, donc la classification, Et tout ça. Et je crois qu'il est aussi interdit. Ouais, et c'est quasiment ça. Et je crois qu'il est interdit aussi dans d'autres pays. Quoi. Je Bah, peux même pas les te pays dire, de l'ex-URSS, parce qu'à l'époque. Ah, mais ça, je crois que même en Pologne, ça, ils en ont même pas voulu. Quoi. Ouais, bah ça, en même temps, comme ils sont très puritains. Et du coup, à propos d'interdiction, ça me permet de rebondir sur un autre film comme The Devil, justement, de Ken Russell, Ouais. qui est lui aussi... The Devil. Ouais, je sais pas comment tu dis. D-E-V-I-L. The Devil. The Devil. Devil. Ah, écoute, The j'ai dit Devil. l'accent français. Voilà. Francophonie, bordel. Voilà. Et le film de Ken Russell... France, qui- monsieur. La France.
qui va être complètement lui interdit dans plein de pays parce que la Warner ne voulait pas qu'on puisse que le film sorte. Parce que pour histoire, donc le film de Ken Russell, c'est une possession, mais en tant que prétexte, comme ça a été dit beaucoup plus tôt, et avec un prêtre Oliver Reed qui joue le père Granger, qui va se faire accuser d'être possédé pour être hérétique, pour aller sur le bûcher, parce qu'il a refusé les avances d'une nonne qui voulait coucher avec lui, qui est jouée par Vanessa Redgrave. En même temps, c'est le père d'Hermione, si ça se trouve. C'est normal que c'est hérétique. Toi tu sais. Et juste avant, t'avais vu Vanessa Redgrave qui était comme en transe, presque possédée, c'est complètement ambigu, avec des passages complètement lubriques. Et voilà, et ça l'église n'a pas du tout aimé. Donc possession est interdite dans notre pays, mais la crise de religion elle est beaucoup plus subtile, on va dire, juste à travers les plans, comme j'ai dit, avec dans l'église petite masturbation, ou même au début avec une petite croix un peu dans les ruines abandonnées, tout ça, quoi. Et maintenant je vais laisser les paroles à El Ketou, l'exorcisme d'Emily Rose. Et à présent, on va parler avec El Katou de... L'exorcisme d'Emily Rose de Scott Derrickson. Ok, sorti en quelle année? Vas-y, dis-moi tout. Il est sorti en 2005. Comme ça. Et donc, alors l'exorcisme d'Emily Rose, c'est une nouvelle manière de traiter les questions d'exorcisme. Comparativement à l'exorciste, en fait, on peut faire un parallèle entre les deux en fait assez facilement. Dans le sens où en fait autant l'exorciste c'était une histoire simple en fait où il arrive quelque chose à une petite fille et on suit tout le processus après. Là en fait l'exorcisme d'Emily Rose il prend le problème en fait après, c'est-à-dire qu'en fait l'exorcisme a eu lieu et le film débute comme ça en fait. La demoiselle est morte et en fait il y a tout le volet judiciaire après qui passe, donc tout ce qui se passe après, c'est-à-dire que le prêtre qui se fait arrêter et tout ce qui va être d'expliquer tout ce qui est arrivé à Emily Rose, qui elle était, les conditions dans lesquelles elle vivait et c'est tout ce qui va suivre en fait, outre le débat judiciaire là-dessus, ça va être un espèce de débat idéologique en fait entre la religion et finalement tout ce qui est terre à terre par le biais du système judiciaire. C'est pas tant de punir ou pas le prêtre en fait, le plus important c'est de savoir qui a raison. C'est-à-dire que autant le film comme il était dit dans le point de Jaja, c'est-à-dire qu'en fait aussi bien la version américaine que la version allemande de l'histoire d'Annelise, parce que Emily Rose c'est l'adaptation de l'histoire d'Annelise, en fait les deux réels ont voulu partir du principe de se dire on va semer le doute que la personne en face se dise est-ce que vraiment elle a été exorcisée, est-ce que vraiment ou alors elle était juste malade et finalement elle était mal entourée et là le problème c'est que sur l'exorcisme d'Emily Rose c'est que ça se passe dans une société américaine, donc forcément tout ce que sont les valeurs américaines sont présentes là-dedans. Elle est morte et finalement tu as deux gros systèmes en fait qui se revendiquent de la défendre. C'est-à-dire d'un côté l'église par le biais du prêtre qui finalement le prêtre il en a un foutre de se faire condamner et tout ce qu'il veut dire c'est moi ce qui m'importe c'est de porter son histoire. Et le système judiciaire lui il est d'un côté et moi ce qui m'importe c'est de défendre en fait la vie de cette femme qui est décédée, de lui rendre justice. Et aussi bien l'un et l'autre qui sont deux gros mastodontes d'organisation la défendent, mais ça change pas que elle c'était une jeune fille qui est décédée quoi. D'accord. Donc il y a une espèce de il y a une espèce de symbole comme ça à dire que pendant que les gros se battent idéologiquement, les petits c'est toujours eux qui marquent. On peut voir ça comme ça aussi. Par rapport aussi à l'exorciste, il y a aussi le fait que c'est dû au changement d'époque sûrement, mais à l'époque en fait, dans l'histoire de l'exorciste, en fait, on fait confiance au prêtre pour arranger les choses. Alors que là, le fait de l'amener sous quelque chose de très terre à terre en fait, qui est le système judiciaire, on lui demande de rendre des comptes. C'est-à-dire que bon, il y a eu dans l'exercice 1, il y a des choses qui se passent mal, mais au final, c'est le prêtre est quelque chose d'important en fait. Alors que là, on lui dit carrément, attendez, vous êtes gentil, mais il y a les médecins.
Et la référence au système médical est vachement important. Et, Est-ce que ça se passe de nos jours ou est-ce que c'est aussi dans les années 70 ou dans des années plus reculées? Non, il est assez contemporain là. Ouais, il est assez contemporain. D'ailleurs, en fait, le premier rôle. En réalité, le premier rôle, c'est pas du tout. C'est pas. Enfin, le prêtre, c'est plus ou moins important. C'est pas non plus Jennifer Carpenter qui joue le rôle d'Emily Rose. Mais c'est l'avocate. D'accord. C'est l'avocate, en fait, l'avocate du prêtre. Et pareil, tout dans une histoire de débat idéologique. L'avocate, ils lui ont mis une avocate qui ne croit pas, qui est agnostique, et là, il y a une espèce de combat. En fait, on croit qu'il y a c'est le combat contre la foi et la rationalité. C'est ça. Et on croit, il y a deux combats sur ce point-là. Il y a le combat entre elle qui défend le prêtre et le système judiciaire, et il y a le combat entre elle et le prêtre, en fait. Parce que le prêtre, ça lui suffit pas qu'elle le défende. Enfin, lui, il est dans sa foi, donc il va essayer. Enfin, quelque part, il essaye de la convaincre qu'il se passe des choses vraiment, quoi. Et finalement, elle se trouve assez. Il y a une influence à ce niveau-là. Bon, je trouve qu'il y a des choses un peu faciles à ce niveau-là au niveau du film. Mais ça sert beaucoup l'histoire. Le problème, c'est que comme c'est un film qui se passe aux États-Unis, il y a forcément des choses un peu obligatoires, en fait. Elle se laisse convaincre très facilement parce que ça sert l'enjeu d'histoire. C'est des trucs qui font partie du cahier des charges américain, en fait. Donc ça dessert un peu le truc. Est-ce qu'il y a le schéma, est-ce que ça reprend quand même un peu le schéma des structurel des personnages comme on peut le voir dans l'Exorciste 1, ou alors est-ce que ça ressemble plus à un schéma structurel de film d'avocat, par exemple, tu vois, genre les hommes d'honneur et trucs comme ça? Moi je ferais plus un comparatif avec les séries. D'accord. C'est-à-dire concrètement, j'ai l'impression qu'on est plus, qu'il y a beaucoup de séries judiciaires qu'on connaît maintenant, et j'ai plus l'impression de voir ce truc-là où en fait, c'est Matlock, quoi. Je veux dire, t'es en cours, puis voilà. Oh, l'ancienne. Parce que, non mais je veux dire... Tu sais, elle aurait pu te dire New York Police Judiciaire ou quoi, t'as dit Matlock, quoi. Non. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, je juge pas. C'était... Ah, ça va, j'ai pas dit l'homme de fer. Non, c'était Perry Mason, pardon. Ouais, Perry Mason, c'était pas mal. Mais ouais, c'est les darons de ces séries. On est plus proche de ces trucs-là avec des histoires de contrepartie, c'est-à-dire que mon témoin il a dit ça, alors je vais chercher des nouvelles preuves, donc ça y est, j'ai un témoin, donc je vais dire ça en cours. En fait, c'est plus ça, et finalement le flashback en fait sert à expliquer un état d'esprit qui va venir après, en cours, au niveau judiciaire, quand l'avocate va intervenir, c'est de l'illustration en fait. D'accord. C'est juste de l'illustration, les flashbacks. C'est pas du tout le cœur du film. Alors justement, avec le recul, est-ce que tu dirais que le flashback finalement dessert le film, ou alors ça apporte une petite touche en plus et que c'est pas le cœur du film comme tu le dis? Non, il est obligatoire, c'est-à-dire que tu peux pas parler d'exorcisme sans en montrer. C'est-à-dire concrètement, c'est pas. On pourrait, mais là du coup ça devrait un documentaire, tu aurais pas le. Ouais, et puis quand tu fais un film qui parle d'exorcisme, tu t'attends à voir quand même quelque chose. Je veux dire, t'as pas envie de voir des avocats se batailler en cours, quoi. C'est un film d'avocat. Ouais, je crois aussi. Le procès de l'exorcisme d'Emily Rose. C'est-à-dire qu'en plus, à un moment, ils montrent des photos, ils disent, mais attendez, elle ressemblait à ça, comment ça se fait que... Donc tu as envie de savoir ce qui s'est passé derrière, quoi. Donc c'est obligé d'en montrer. Et puis de montrer l'état, parce que en fait, si tu veux, il y a un débat de savoir est-ce qu'elle était épileptique ou est-ce qu'elle était hypersensible à des esprits. Donc en fait, c'est épileptique ou une forme d'épilepsie. Et le truc, c'était obligé de montrer des images. C'est-à-dire que tu forces l'illustrer, sinon ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu es sur un débat chiant, sinon. Parce que j'avais vu à l'époque, en plus, une interview de l'époque qui disait que ils avaient fait exprès de ne pas utiliser d'effets spéciaux justement pour renforcer l'idée du doute. Et tout est dans la performance de Jennifer Carpenter, en fait, qui est vraiment très très bien. Alors à la limite, ils lui ont mis des lentilles, tu vois, mais c'est tout. Et tout le reste, c'est la performance de Jennifer Carpenter qui fait très très bien, la fille qui peut être exorcisée d'ailleurs. L'envoi du bois. Ouais, et Carpenter, charpentier. Va au diable. c'est le film qu'il a fait découvrir au grand public en plus, avant qu'elle fasse Dexter. Est-ce que tu dirais que c'est elle qui tient tout le film sur ses épaules carrément? Non, parce que ça repose pas sur elle en fait. En fait, elle apparaît que dans des flashbacks. Et du coup, en fait, du fait que qu'elle apparaît que tout ce qui est exorcisme et possession, qui déjà n'apparaît qu'à travers ses yeux en fait, souvent.
et le fait que ça paraît dans des flashbacks, il y a une certaine distance. Là où dans l'exorciste, en fait, on était plongé dedans. Et là, en fait, du coup, tu es observateur, en fait. Il y a plus de place à l'enquête. Ouais, et émotionnellement, c'est pas ça, tu ressens pas du tout la même chose, quoi. Donc il y a peut-être certains moments où, quelques rares moments où, en fait, d'un point de vue possession démoniaque, tu peux être un peu entraîné dedans, mais il y a beaucoup de recul par rapport à tout ça. Et je pense que c'est avant tout une histoire d'époque, en fait, où finalement, quand il a traité ça, il a dû se dire on peut plus traiter l'exorcisme comme on le traite d'avant. Ce qui est assez marrant, parce que finalement, tous les films qui sont venus après ce film-là et qui se faisaient appeler l'Exorciste 2, des fois, en fait, ils sont restés dans un traitement pas du tout de recul, mais vraiment à suivre. Regardez, une pauvre jeune fille, voilà. Mais alors, du coup, dans ce film-là, donc tu situes le truc. Donc le truc est beaucoup plus, il est beaucoup plus terre à terre. Terre à terre, et surtout, il est complètement dans notre époque. Donc est-ce que justement, parce que comme dans tous les films d'avocats, il y a les relations, tu sais, le truc de la presse et tout ça, tous ces trucs-là, est-ce que justement toi tu sens plus que le film est plus un truc d'avocat et avec en filigrane cette histoire de possession, qu'un film vraiment d'horreur, de fantastique, on va dire, avec une seule volonté, c'est un montage avec du jumpscare, etc., quoi. Il y a, en fait, dans les flashbacks, t'as un peu cet aspect-là, un peu de jumpscare. Il y a un petit côté schizophrène au film. Ouais. Mais ça reste dans les flashbacks. D'accord. Et donc quoique, attends, je te dis une bêtise, il y a un moment, ça sort un peu, parce que évidemment, comme entre le prêtre et l'avocate, c'est là où en fait ça sort un peu du cadre. C'est-à-dire qu'en fait, justement, peut-être parce que ça donne trop de recul, l'aspect judiciaire, à un moment, il fait intervenir un peu de trucs un peu surréalistes, enfin un peu de trucs fantastiques dans ce milieu-là, et dans ces cas-là, on peut dire que c'est une espèce d'intrusion, mais c'est là aussi où, quand il fait ça, en fait, il n'est pas totalement neutre. Le réalisateur, il essaie quand même de convaincre un peu qu'elle s'est fait exorciser, quoi. D'accord. Et qu'elle était pas, qu'elle était possédée, qu'elle était pas malade. En fait, il y a, on dirait que le réel, en fait, il savait, il dit qu'il a voulu se mettre doute, mais qu'en même temps, il veut peut-être pas trancher. Ouais, il veut pas trancher, mais en même temps, tu sens qu'il a ses convictions derrière, tu vois, ou qu'il veut quand même transmettre une idée. C'est pas très clair, en fait. D'accord. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as aimé le film? Est-ce que tu trouves que il avait quand même, est-ce que de bout en bout c'est un bon film, ou alors il a quand même un défaut majeur? Ça reste un bon film, déjà parce que le casting est très bien. Je veux dire, enfin, on a Laura Linney qui fait l'avocate. Elle est toujours très parfaite. Jennifer Carpenter qui est assez phénoménale là-dedans, comme Feor qui est dans les second rôles, qui pareil, qui est habitué à faire des second rôles assez parfaits aussi. Enfin, du niveau du casting, c'est vachement bien, et en même temps il y a un traitement assez novateur de l'exorcisme, quoi. Enfin, je trouve. Donc ça apporte. Du coup, il a ce côté-là, il a la fraîcheur des trucs un peu novateurs, des trucs en fait qui sont bien. La fraîcheur de vivre. Il y a des trucs. En fait, c'est spontané. Pas spontané, mais c'était neuf. Donc en fait, il avait vraiment quelque chose à apporter. Et il a fait une œuvre qui comme elle était pas trop surfaite en fait par rapport à ce qui a suivi. Le produit en lui-même est bien, quoi. D'accord. Ouais, parce que même quand on parle encore maintenant. Les gens, c'est pas ça qui a un petit peu lancé aussi la vague de films d'horreur. Oui, si. Conjuring et tout bordel. Oui, parce qu'en fait, comme il a lancé plein de trucs sur l'exorcisme, je pense qu'à mon avis, le mec qui avait fait Conjuring, comme il a voulu revenir à des trucs qui se faisaient avant, ça suit, c'est une espèce. C'est l'effet boule de neige, quoi. Il y a ils ont fait tel genre de film. On peut faire ça sur le même thème. Le remake d'Amityville aussi, c'est 2005, je crois. Ouais. Du coup, il y a, je sais pas pourquoi il y a comme ça de remake. Mais peut-être aussi parce que ça revenait aussi avec les préquels de l'exorcisme. Ouais, et les remakes aussi de classiques, genre La Dernière Maison sur la Gauche, qui avait été produite quelques temps avant, si je dis pas de conneries, et qui a été surtout réalisé par un autre réal que par exemple Craven.
Donc à partir de ce moment-là, tu vois, le truc marchant, bah, les grosses majors elles se sont dit, bah pourquoi pas refaire ça, quoi. T'allais dire un truc. Ouais, et puis le problème c'est que comme ça commence à rebooster les films d'exorcisme, le problème après c'est qu'on enquille plein de films d'exorcisme, etc. Et soit ils finissent par se ressembler, soit il y a trop de production pour qu'on arrive à en dégager un du lot qu'on a suffisamment de recul. C'est ça. Il Il en faudra sort voir tout le dans temps. 10-15 ans les meilleurs, etc. Quand on fera des tops dans 10-15 ans, les meilleurs qui ressortiront, quoi. Bah ouais, mais encore, et si ça se trouve, les meilleurs seront pas ceux qui avaient le mieux cartonné à leur époque. Ouais, c'est des films qui seront réévalués avec le temps, justement. Voilà. Bon, et bah merci El Cadeau. Merci. Oh. Bon, c'est tous les gens de la fine émission. Ouais, c'est bon. Ah, cool. Merci beaucoup. Yeah. Ce fut un plaisir et un immense honneur de vous présenter cette émission en présence d'individus aussi étranges que El Nelson, Nelson, c'est... El Cadeau Hey. et Neo et moi-même. Ah, Ça, si j'arrive à tourner. Connie. On va voir pour une prochaine émission et puis d'ici là, éclatez. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao. On va chauffer la bagnole. Oh bah moi j'attends. Je reste là. Hop. C'est bon? On peut y aller? Halloween, c'est has-been. Ah bah Goody. Putain, qu'est-ce que t'as fait? Appelle-moi plutôt. Ouais, mamie. Ouais. Mais mamie, je suis venu il y a 2 ans déjà. C'est bon, hein. On va pas se voir tous les ans, tu sais. Loin des yeux, près du cœur, tout ça. Ouais. Oui. Tu sais, c'est surfait, le fête de Noël en famille, hein. Vraiment. Et puis, dis-toi que si je viens pas, je vais économiser en billets de train. Tu vois, ça c'est sympa. Ça c'est penser aux autres aussi, mamie. D'accord? Donc tu me fais un virement, voilà, comme ça je suis pas obligé d'aller chercher le chèque. Ouais, voilà. Voilà, bisous. Hein? Oui, puis de toute façon, c'est mieux Noël sans famille, hein. Voilà. Bisous. Ciao. Appelle-moi plutôt. Mais ça va pas? Ok, Goody, reste calme. Reste calme, hein. Bon, on va discuter, on va prendre une bière, on va reste calme, putain! Neo va-t-il s'en sortir? Goody va-t-il reprendre possession de son corps? L'esprit de Noël va-t-il quitter le côté obscur et le corps de Goody? Vous le saurez, ou pas, en suivant les aventures du Poney Cosmic Club.